Salut à tous, c'est Alex pour la chaîne Salama. Dans cette vidéo je vais vous parler de la corruption. Je vais commencer la vidéo par une intro et ensuite je vais vous expliquer concrètement ce que c'est la corruption. Je vous donnerai aussi un exemple concret pour illustrer tout ça et on finira la vidéo par quelques réflexions. On se retrouve une fois de plus ici à Genève, c'est ni la première ni la dernière fois que je viendrai filmer ici. La cité de Calvin est une place de choix pour plein de business, d'institutions, allant des plus éthiques jusqu'aux plus corrompus, voire criminels. On y retrouve l'Organisation internationale des migrations, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le Haut Commissariat pour les réfugiés, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le Centre de commerce international. Vous commencez à comprendre l'importance de la zone? Toutes les entités que je viens de vous citer se trouvent dans une zone très restreinte d'une vingtaine de kilomètres. Allez vous y promener une fois, il y règne une atmosphère particulière tant l'influence de cette petite zone a d'impact sur le reste du monde. Bon, ça c'est pour la partie cool qui est censée régler plusieurs problématiques au niveau mondial comme la question de la spéculation sur les denrées alimentaires dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente. Mais la face cachée de cette magnifique ville peut faire froid dans le dos. La ville accueille les plus grandes banques mondiales gérant des patrimoines de plusieurs milliards de dollars pour des hommes plus riches les uns que les autres. La ville compte aujourd'hui environ 140 banques différentes qui y sont domiciliées, dont une cinquantaine étrangères. Réputées pour ses compétences et sa confidentialité, elles sont l'outil principal pour pratiquer la corruption dont je vais vous parler après. On n'oubliera pas les grands cabinets d'avocats qui supportent en toute transparence ces pratiques controversées. J'ai essayé de trouver le chiffre exact, j'ai pas trouvé, donc je vous ai mis plusieurs liens en description, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a plusieurs milliers de milliards de dollars d'actifs qui sont gérés ici en Suisse chaque année. Un actif en gros c'est de l'argent qui peut être représenté sous plusieurs formes différentes, du cash, des biens immobiliers, des actions, etc. Nous sommes chez nous ici en Suisse sûrement au cœur des plus grands scandales de l'histoire de l'humanité. J'essaye entre autres à travers ces vidéos engagées de vous en expliquer le fonctionnement. Nous avons donc selon moi le devoir d'être informés sur ce qui se passe sur notre territoire et l'impact que ça peut avoir au-delà de nos frontières. Petite anecdote qui me fait rappeler ce pourquoi j'ai envie de me battre. Quand Jean Tigler a rencontré à Genève pour la première fois Ernesto Che Guevara, que vous connaissez sûrement, il lui a demandé s'il pouvait venir avec lui mener la révolution à Cuba. Le Che lui a alors dit: ici tu es dans le cerveau du monstre, c'est ici que tu dois mener ton combat. Je trouve que ces mots sont d'une grande sagesse et qu'ils mènent à la réflexion. Faisons de notre possible là où nous sommes nés. Moi j'habite ici en Suisse mais je suis français d'origine. Né à Paris il y a maintenant 21 ans. Je ne saurais toujours pas dire par quel miracle j'ai pu naître sur cette toute petite partie du monde où il fait encore bon vivre. Bon, je m'écarte peut-être un peu du sujet principal, mais j'avais besoin de partager cette pensée avec vous. J'aimerais préciser que je suis pas du tout un spécialiste en économie ni en système bancaire. Ce sont des sujets ultra complexes que je ne maîtrise en rien, mais certains abus sont tellement flagrants qu'il n'y a pas besoin d'un niveau d'études supérieur pour les comprendre. On va voir tout ça ensemble juste après. Et enfin, pour finir cette intro, j'aimerais citer Henry Ford, créateur de la marque mondialement connue du même nom. Si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Genre, je filme un reportage sur la corruption. Ouais. Bon, maintenant on peut commencer. La corruption c'est quoi? La corruption consiste à offrir ou à promettre un avantage à un agent de l'autorité publique ou à un dirigeant d'une entreprise privée afin que celui-ci trahisse sa responsabilité envers l'autorité ou l'entreprise qu'il représente. La personne qui offre l'avantage est le corrupteur et celui qui accepte et trahit son devoir est le corrompu. Dans la vidéo sur les lobbies, je vous avais parlé d'une forme de corruption qui consistait à verser de l'argent aux autorités politiques par les multinationales pour bénéficier de contrats commerciaux avantageux. En fait, il existe énormément de domaines à laquelle la corruption peut s'attaquer, mais dans cette vidéo, on va se pencher sur celle qui agit dans le secteur socio-politique mondial. Avant de continuer, quelques petites facts sur la corruption. D'après les Nations Unies, la corruption freine le développement social et économique et accroît la pauvreté en détournant les investissements nationaux et étrangers des secteurs où ils sont le plus nécessaires. La corruption affaiblit le système éducatif et le système de santé, privant ainsi la population des composantes fondamentales d'une vie décente. La corruption mine la démocratie car elle fausse le processus électoral et sape les institutions publiques, entraînant ainsi un risque d'instabilité politique. La corruption exacerbe les inégalités et l'injustice en pervertissant l'état de droit et en sanctionnant les victimes d'infractions qui sont confrontées à des décisions de justice viciées. Selon la Banque mondiale, la corruption coûterait chaque année au monde entre 1500 et 2000 milliards de dollars, soit près de 2% du PIB mondial. C'est important de savoir que la corruption existe tant dans les pays riches que dans les pays pauvres. On notera quand même que ce sont les populations démunies dans les pays en voie de développement qui sont frappées de manière directe par cette pratique. La corruption sape la démocratie, l'état de droit, viole les droits de l'homme, fausse les marchés
dégrade la qualité de vie et favorise la criminalité organisée, le terrorisme et plein d'autres menaces pour notre sécurité, celle des hommes. Tout ça, ça contribue à la pauvreté et ça mène des états politiquement fragiles à la décomposition. Ceux qui se battent contre ces fléaux sont les pouvoirs publics, le secteur privé, les organisations non gouvernementales, les médias et les citoyens comme vous et moi qui mettent en lien leurs forces pour lutter contre ce que j'aurais envie d'appeler le terrorisme socio-économico-politique. Si on prend en compte la définition du Larousse du mot terrorisme, ensemble d'actes de violence, attentats, prise d'otages, etc. commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un système. Le terme violence n'est évidemment pour moi pas qu'associé à un acte physique. Aux Nations Unies, le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime sont les institutions qui combattent activement ces pratiques. Bon, maintenant que je vous ai expliqué clairement ce que c'est la corruption et les causes qu'elle peut engendrer, je vais vous faire part d'un exemple concret histoire de bien comprendre la gravité de la situation. J'aurais pu vous parler de l'affaire Fillon qui a fait pas mal de bruit pendant les élections présidentielles françaises. Le type a carrément volé de l'argent dans les caisses de l'État, l'argent du peuple pour ses petits conforts personnels. J'aurais aussi pu parler de toutes ces personnalités dévoilées dans les Panama Papers qui cachent leur argent dans des paradis fiscaux pour échapper aux taxes des pays dans lesquels ils touchent des sommes astronomiques. On parle alors de plusieurs millions de dollars de taxes que les États n'auraient pas pu toucher. Et après on s'acharne sur les glandeurs qui cheatent tranquillement sur leur canapé grâce au social. En France par exemple, un rapport parlementaire de l'Assemblée nationale estimait qu'en 2013, la fraude fiscale représentait 60 milliards d'euros de pertes pour l'État, contrairement à la fraude sociale qui représenterait 100 millions d'euros de pertes. Bon, les chiffres peuvent différer selon les sources et les estimations ne sont bien sûr pas exactes, mais ils ont été repris plusieurs fois par des ONG pour défendre la cause. Je vous laisse les liens des sources en description. Alors, qui sont les vrais voleurs dans l'histoire? Cet argent, c'est l'argent du peuple, celle qui sert à construire des routes, des hôpitaux, des écoles. Enfin bref, c'était une petite parenthèse parce que même si par rapport à la définition de la corruption, ça n'a pas vraiment de rapport, les personnes qui profitent du système en échappant aux taxes, d'une certaine manière, corrompent le système. Pour la partie qui va suivre, j'avoue avoir emprunté certains mots et tournures de phrases écrits par Tiglair dans son livre. Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent, tant leurs justesses sont efficaces. Je suis conscient que l'auteur est sujet à plusieurs controverses au niveau de ses idées et ses combats, mais jusqu'à maintenant dans les livres que j'ai lus, je n'ai été qu'agréablement surpris. Ces ouvrages regorgent de sources, ils peuvent parfois vite prendre la forme de rapports, des formations professionnelles, mais sûrement qu'en continuant mes recherches, je trouverai des choses à redire qui pourront peut-être apporter de la pertinence à mes vidéos. Enfin bref, moi je vais vous parler d'un exemple de corruption qui me touche personnellement beaucoup. Le cas de Ferdinand Marcos dont je vais vous parler illustrera parfaitement mes propos car il a l'avantage d'être documenté avec précision grâce au nombre impressionnant de procédures judiciaires en cours aux États-Unis et en Suisse. Ce dictateur a régné 21 ans dans son majestueux palais de Malacanang aux Philippines. Président du même pays de 1965 à 1986 et Premier ministre de 78 à 81, il a eu le temps d'imposer sa dictature. Dans son livre, Tiglair caractérise le dictateur de kleptocrate, formé des racines grecques kleptos qui signifie voleur et kratos qui signifie pouvoir, ça veut dire personne dont le pouvoir se base sur la corruption. Le cas de Ferdinand Marcos est mondialement connu, il a gouverné par la répression des syndicats, de l'église, des organisations paysannes, par l'assassinat systématique des opposants d'envergure, par la torture méthodique, la disparition fréquente d'hommes, femmes et adolescents contestant sa mégalomanie, son despotisme et son insondable corruption. Enfin bref, pendant des années, Marcos se servait notamment dans les caisses de la banque centrale à hauteur de plusieurs millions de dollars, mais il se servait aussi dans les fonds destinés aux services secrets. En plus de 20 ans, le Japon qui occupait les terres de 1942 à 1945 avait versé des centaines de millions de dollars au gouvernement de Manille au titre de réparation de guerre. Marcos prélevait sa part sur à peu près tous les versements. Les Philippines font partie des pays les plus pauvres du monde. La Banque mondiale, les organisations spécialisées des Nations Unies, des œuvres d'entraide privée lui ont versé au fur et à mesure des années des dizaines de millions de dollars et ont investi d'autres millions dans plein de projets dits de développement. Évidemment, Marcos s'est encore une fois servi sur quasiment toutes ces transactions. Malgré toutes ces inégalités, le peuple philippin n'est pas resté les bras croisés et n'a cessé de protester pour ses droits. Et vu cette soumission, Marcos n'a eu d'autre choix que de décréter l'état d'urgence à plusieurs années consécutives. La loi martiale, l'un des états ultimes d'urgence, s'est vu imposer au pays de 1972 à 1981. Donc pour info, la loi martiale, c'est l'instauration dans un pays d'un état judiciaire d'exception, dans lequel l'armée assure le maintien de l'ordre au lieu de la police, ou avec son aide. Ainsi, le chef d'état qui déclare la loi martiale donne le pouvoir au général de l'armée du pays en question. Le terme martial découle du nom de Mars qui est le dieu de la guerre dans la mythologie romaine. Généralement, cet état d'urgence se caractérise par la suspension totale ou partielle des libertés fondamentales des citoyens. Par exemple, celle de se rassembler, de manifester ou encore de ne pas être emprisonné sans raison judiciaire. D'après les chiffres d'Amnesty International, sous le régime de Ferdinand Marcos, 34 000 personnes
personnes auraient été tuées, 3240 tuées et au moins 70 000 personnes emprisonnées. Ces chiffres me font personnellement froid dans le dos. En prenant conscience de ces actes, je confirme certaines réflexions déjà exprimées dans la vidéo que j'avais écrite sur les lobbies. L'homme étant programmé par la société pour aimer l'argent, toute idéologie peut dès lors être corrompue par celle-ci. Bon, vous l'aurez compris, ce Ferdinand Marcos c'est un monstre sans âme, mais il n'en demeure pas moins intelligent. En effet, on peut dire que c'est un homme prévoyant. Il savait très bien qu'une telle situation ne pouvait pas durer éternellement. Il a donc appelé des banquiers principalement suisses pour cacher sa fortune. Un banquier en particulier a même été spécialement détaché pour le dictateur, le conseillant en permanence sur la manière la plus discrète, la plus judicieuse de transférer et réinvestir ses biens détournés. Des études ont démontré que la cagnotte déposée au Crédit Suisse notamment et dans une quarantaine d'autres banques avoisinait les 1,5 milliard de dollars. Le dictateur et le banquier zurichois maintenaient un contact quotidien pour s'assurer du recyclage et du placement de son argent. Petite anecdote, dès 1978, afin d'unifier le transfert des capitaux, Ferdinand Marcos nomma consul général des Philippines à Zurich un directeur du Crédit Suisse. Quand je vous disais dans la dernière vidéo que c'était les pires, c'était pas pour rien. Les banquiers, suisses pour la plupart, avaient créé des dizaines de sociétés d'investissement au Liechtenstein, au Panama, avaient acheté des centaines d'immeubles à Paris, Genève, Manhattan, Tokyo. Ils traiteront aussi des centaines de milliers d'opérations en bourse pour le compte du dictateur et de sa femme. Commencez à comprendre jusqu'où la corruption peut aller, ce qu'elle peut engendrer. De nos jours, une partie du trésor philippin a été restaurée au pays, mais tout le butin n'a évidemment pas pu être retrouvé. Aujourd'hui, Ferdinand Marcos et les banquiers suisses sont directement responsables de la misère abyssale dont souffre une grande partie de la République et de la propagation du terrorisme. Franchement, rien que d'en parler, ça me fait bizarre, ça me donne encore plus envie de me battre contre ces personnes qui ne pensent qu'au profit sans imaginer la misère qu'ils laissent derrière eux. À la fin de cette vidéo, vous vous direz peut-être que je m'acharne trop sur la Suisse et ses banques, mais en vous renseignant un peu, vous remarquerez que je n'invente rien. Les médias helvétiques eux-mêmes en parlent tout le temps. Enfin bref, perso, j'ai envie de pouvoir mourir en me disant que j'aurais essayé, tant bien que mal, de faire quelque chose. Donc voilà, vous l'aurez compris, au-delà de ce qui s'est passé aux Philippines, cette vidéo représente ma modeste contribution. Il s'agit de faire comprendre aux gens le fonctionnement de la corruption et surtout les causes qu'elle peut engendrer. Je suis conscient que ça va pas changer grand-chose, mais je me dis que si un jour plusieurs milliers de personnes voient ces vidéos, peut-être que ça finira par faire bouger les choses, qui sait. Je crois dur comme fer en la puissance d'internet et du partage. C'est pour ça que je fais ces vidéos, parce que je pense vraiment que cet outil peut être utilisé pour faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe chez nous, ici sur Terre. Je crois qu'on ne se rend pas toujours compte de la puissance dont on dispose grâce à notre smartphone, ordinateur et autres tablettes. On a littéralement tout savoir de l'humanité dans le creux de notre main. Il est donc de notre devoir, selon moi, de s'en servir un tant soit peu pour la bonne cause. Bon alors voilà, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'hab, j'espère vraiment que je vous ai appris des trucs dans cette vidéo, que ça vous a fait réfléchir et que vous voudrez comme moi faire bouger des choses. J'ai donné énormément d'infos dans cette vidéo, tant au niveau des chiffres que des faits. Je vous ai donc laissé en description toutes les sources qui ont soutenu mes propos. Sinon n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire ou simplement compléter des infos. Partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, c'est de loin le plus important. Laissez un like aussi si vous avez apprécié le contenu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant ici, ça contribue grandement à son développement. Sinon nous on se dit à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.